Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle visio avec Isabelle que vous connaissez déjà tous, j'en suis sûre. Hop, tac, voilà, c'est bon. Vous voyez tous bien l'écran, c'est tout bon? Isabelle, c'est bon? Oui, c'est bon, oui, merci. Super, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de rompre l'isolement des personnes âgées. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et également par le CNSA. Donc merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je serai, comme d'habitude, l'assistante d'Isabelle s'il y a le moindre souci technique pendant la conférence. Si voilà, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je ferai en sorte de les poser à Isabelle si elle ne les voit pas. Et dans tous les cas, comme d'habitude, on consacrera quelques minutes à la toute fin de la conférence pour échanger ensemble et pouvoir voilà, partager des idées, des questions, des commentaires, des témoignages. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. Et voilà, si vous avez le moindre souci technique, pareil, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat. En bas de l'écran, vous avez le petit lien d'inscription pour les futures conférences, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à consulter ce qui arrive dans les prochaines semaines. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Isabelle, je vous laisse prendre le relais et Oui. puis vous présenter. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc ce matin, nous allons parler de solitude et d'isolement. Je voulais commencer par une petite définition de l'isolement pour bien faire la différence entre solitude et isolement. Donc ça, c'est la définition de l'INSEE. L'isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance ou de danger. Les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une participation empêchée. Alors, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle montre bien d'abord que être isolé, c'est-à-dire être sans les autres, eh bien, c'est quelque chose qui est très douloureux à vivre. Pourquoi? Parce que dès le début de notre vie, quand on est tout bébé, on est absolument dépendant de son environnement. C'est-à-dire que Winnicott, qui était un psychanalyste anglais, disait un bébé, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un bébé seul, sans son environnement, ça n'existe pas, ça meurt. C'est-à-dire qu'un bébé ne sait pas se nourrir, ne sait pas marcher, ne sait pas se déplacer, ne sait pas se vêtir, etc. Donc ça veut dire que dès le départ, un être humain a besoin des autres, a besoin des autres, a besoin du regard des autres, a besoin de la parole de l'autre. Donc on voit bien, et ça c'est vrai tout au long de la vie, c'est-à-dire que c'est vrai pour un bébé. Alors évidemment c'est un petit peu moins vrai quand on devient indépendant, mais quand on vieillit ou quand on est malade ou quand on commence à avoir quelques difficultés, soit à se mouvoir, eh bien, on a de nouveau besoin des autres. Et là, ça va être quelque chose qui va être évidemment très important pour des personnes qui vieillissent. Et la différence entre la solitude et l'isolement, c'est que l'isolement, c'est quelque chose qui n'est pas choisi. C'est-à-dire que la solitude, on peut choisir d'être seul, on peut parfois même avoir besoin d'être seul, avoir besoin de ce moment avec soi-même où on réfléchit, où on pense, où on crée éventuellement, ou voilà. Mais l'isolement, c'est autre chose, c'est vraiment le fait d'être sans les autres et de façon non choisie. Alors cet isolement, il touche d'abord, je vous montre cette diapositive qui est intéressante parce qu'à la fois on voit qu'il y a quand même beaucoup, l'isolement touche beaucoup les personnes âgées. 27% des plus de 60 ans éprouvent un sentiment de solitude. 6% donc des personnes de 60 ans sont isolées à la fois du contexte familial, social, et 19% des personnes sont en risque d'isolement relationnel, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent passer des jours sans voir qui que ce soit. Alors, c'est réparti de façon un peu tout à fait même inégale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que si environ la moitié des plus de 80 ans vivent seuls, eh bien, on va avoir 62% de femmes qui vivent seules et 28% d'hommes.
alors, ça, c'est dû évidemment à la question de l'espérance de vie. L'espérance de vie étant vraiment inégalement répartie entre les hommes et les femmes, eh bien, les femmes sont plus nombreuses à être seules. Et dans cette étude des Petits Frères des Pauvres, on voit que les Petits Frères des Pauvres, qui est une association, on y reviendra, qui est très impliquée dans le fait de rompre la solitude des personnes âgées, on voit qu'ils déterminent en fait 4 cercles de personnes, 4 environnements différents. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le cercle familial. Donc là, il y a 22% des personnes qui sont isolées du cercle familial, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leurs enfants, qui n'ont pas de conjoint, etc. Les isolés du cercle amical sont 28%, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à distance ou de leurs amis ou qui n'ont pas d'amis ou qui ne voient pas d'amis. Ensuite, le cercle du voisinage. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, le cercle du voisinage, c'est aussi bien la voisine qui peut éventuellement vous dépanner quand vous êtes un peu handicapé, un petit peu embêté parce que vous sortez de l'hôpital ou je ne sais quoi. C'est la voisine qui peut aller vous chercher du pain, des médicaments, etc. C'est le facteur qui vient vous apporter le courrier et qui en même temps fait un brin de causette, etc. Voilà, le voisinage, c'est ça. Et c'est très important parce que parfois, ce sont les seules personnes qui constituent un lien avec d'autres. Et puis, on a 55% des personnes qui sont isolées des cercles associatifs, ça veut dire qu'ils ne font pas partie d'associations, ni en tant que bénévoles, ni même en tant que bénéficiaires. Voilà, donc ça c'est un petit tableau en fait de l'isolement. Maintenant, on va voir en fait quels sont les facteurs de risque de l'isolement, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée de l'isolement. Eh bien, d'abord, il y a le deuil. C'est vrai que à partir de 65-70 ans, les deuils deviennent malheureusement de plus en plus nombreux, c'est-à-dire qu'on parfois on perd son conjoint, et c'est le plus gros risque en fait d'isolement, c'est un des risques majeurs d'isolement, la perte du conjoint. Pourquoi ? Parce que eh bien, c'est plus facile d'avoir des relations sociales à deux que seul. C'est-à-dire, seul, on a du mal à sortir. D'abord, parfois, quand on n'a que des couples d'amis, par exemple, lorsque on devient solo, on a un peu du mal à aller retrouver des gens qui sont en couple. Et puis, on n'a plus envie de sortir. Parfois, on perd aussi le tonus, cette espèce d'aller vers, en fait, la pulsion, quoi, qui fait qu'on a envie de sortir, on a envie de retrouver les autres, etc. Donc, le deuil, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la question de l'isolement. Et c'est vrai que si vous avez des endeuillés autour de vous, des veufs, des veuves, etc., ben c'est important de penser effectivement à voilà, passer un petit coup de fil, à les inviter, etc. Surtout tout le temps, mais c'est vrai que dans les premiers moments en fait du deuil, les personnes ont souvent besoin de sentir qu'elles sont soutenues, qu'elles sont entourées, qu'elles sont accompagnées. Ensuite, la maladie d'un conjoint aussi peut être un facteur de risque d'isolement. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est qu'avec la maladie, le couple se referme sur lui-même. L'aidant devient progressivement le seul lien avec la personne malade. Et c'est vrai que c'est un poids, c'est-à-dire que cette présence quotidienne, finalement, coupe du reste, en tout cas risque de couper, mais on voit que, dans la réalité, on voit que c'est quand même un risque important, risque de couper en fait de l'ensemble des autres liens. C'est-à-dire que plus la maladie prend de place en fait dans la vie quotidienne, plus ce risque est élevé parce que finalement on se dit voilà, j'ai pas envie Alors, la personne malade peut ne pas avoir envie de se montrer telle qu'elle, c'est-à-dire de se montrer malade. Elle peut se dire, j'ai pas envie d'embêter les autres, par exemple, avec mes soucis. Et puis, si ça n'est pas la personne aidée, ça peut être même l'aidant qui se referme justement sur
ce rôle en fait d'aidant euh, et qui finalement progressivement se coupe de tous ces liens à l'extérieur. Euh, Parce que c'est vrai qu'être aidant, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie physique, énormément d'énergie psychique. Et c'est comme si progressivement, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. Et c'est un risque d'isolement, mais cet isolement même est un risque parce que un risque de maltraitance à plus ou moins long terme, parce qu'il y a cette question de la charge mentale, du burn-out des aidants, qui fait que ça augmente les risques de maltraitance, c'est-à-dire les risques d'être irritable, d'être en colère, de se mettre en colère, voilà, de devenir même violent verbalement ou physiquement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là aussi, quand on est valide, quand on est bien portant et qu'on a des amis ou de la famille autour de soi, dont on sait qu'ils sont aidants, qu'ils ont voilà, quelqu'un qui s'occupe d'un conjoint souffrant de maladie d'Alzheimer, par exemple, bah, c'est important de se dire ah bah tiens, peut-être je peux lui passer un petit coup de fil pour savoir, pour prendre des nouvelles, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut soi-même aider un aidant et c'est important ô combien. C'est-à-dire que ça le décharge un peu de temps en temps de son fardeau. Mais rien que le fait de lui passer un petit coup de fil, de lui dire bonjour, comment ça va, etc., ça rompt justement cet isolement et ça va lui apporter quelque chose du côté de la vie en fait, parce que c'est vrai que s'occuper toute la journée de quelqu'un qui est très malade, eh bien ça donne l'impression qu'on n'est plus dans la vie. Et justement, cet apport de l'extérieur via un petit coup de fil, via une visite, c'est pas forcément toute la journée, mais c'est juste même 10 minutes, un petit coucou, même ne serait-ce qu'un SMS parfois, c'est dire qu'on est là et qu'on pense à la personne, et ça c'est important. Autre facteur de risque d'isolement, c'est la retraite. Tout à l'heure, on a vu les 4 cercles de convivialité, enfin voilà, d'être avec les autres, les 4 environnements majeurs hein, dans notre vie. Mais c'est vrai qu'avant la retraite, il y en a un 5e, on pourrait dire, c'est le travail. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille, ben, on est forcément, ou quasiment forcément, en lien avec d'autres. On va tous les matins au bureau. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec le télétravail, certains sont éloignés des autres et ne communiquent plus qu'à travers des écrans, mais quand même, ça reste un lieu de convivialité. Et d'ailleurs, on voit bien comment les entreprises reviennent un peu sur cette notion du télétravail. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrête de travailler, eh bien, ce cercle-là disparaît. Alors, parfois, il ne disparaît pas complètement parce qu'on peut rester en lien avec des collègues, on peut aller déjeuner de temps en temps, prendre un café, etc. Mais quand même, ce lien disparaît. Donc, il va falloir être d'autant plus vigilant à conserver les autres, c'est-à-dire le lien familial, les voisins, les associations, les amis. Voilà. Et c'est vrai que là, on va parler du déménagement, qui est aussi un facteur de risque d'isolement, pardon. Et le déménagement, c'est quelque chose qui est aussi un risque. Pourquoi? Parce que, alors ça dépend évidemment, hein, c'est-à-dire que c'est pas pareil si on décide de déménager dans un endroit où on connaît des gens, où on a déjà des liens, où on a des amis d'enfance, etc., où on a de la famille. C'est pas pareil de déménager dans ces lieux-là et de déménager dans un lieu qu'on connaît parce qu'on y va en vacances et que c'est très joli quand on est au mois de juillet, qu'il y a beaucoup de monde et que voilà, mais qui change de physionomie l'hiver. C'est-à-dire que le déménagement, c'est quand même un déracinement. Voilà. C'est-à-dire que tout l'environnement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le facteur avec qui on fait la causette, le voisin qui peut vous dépanner, le boulanger à qui on dit bonjour tous les matins, ben, tous ces gens-là, en fait, on ne les aura plus autour de soi. Alors évidemment qu'il y en aura d'autres, mais c'est vrai que de construire une familiarité avec un environnement,
ça prend du temps. Et donc, c'est vrai que dans les premiers temps d'un déménagement, on peut se sentir justement déraciné, isolé, coupé des autres. Et il va falloir faire des efforts, sauf évidemment, encore une fois, hein, si on connaît déjà des gens sur place, mais sinon, il va falloir faire des efforts pour aller vers les autres et pour pouvoir refaire du lien. Alors, le déménagement, ça peut être aussi un déménagement, on en reparlera, dans un lieu d'habitat partagé, soit dans un EHPAD, soit dans une résidence-service, soit dans une MARA, etc. Tout ça, effectivement, sont des endroits où on peut refaire du lien. Mais il y a un petit bémol quand même, parce qu'il y a une étude qui est assez intéressante qui montre que finalement, en EHPAD, avant 75 ans, eh bien, c'est là qu'on est le plus isolé parce que les moins de 75 ans en EHPAD sont des gens qui n'ont souvent pas de famille, pas d'amis. Donc, en fait, ils arrivent, sont des personnes qui arrivent en EHPAD justement pour faire du lien, mais qui n'ont aucune visite, etc. Donc, avant 75 ans, il y a moins d'isolement à l'extérieur des habitats partagés. Voilà. Ensuite, donc le lieu de vie aussi, c'est un facteur de risque. Alors, pourquoi le lieu de vie est un facteur de risque? Je vous le disais, il y a toute cette question de l'environnement amical, le voisinage, etc. Mais au-delà de ça, la maison, l'appartement même, peut être un endroit où on se retrouve piégé. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre comme idée. Bien, en fait, c'est vrai qu'un habitat qui n'est pas adapté à ce moment de la vie où on commence à avoir des micro-handicaps, où c'est difficile de monter les escaliers, où même ça devient impossible, où on ne peut plus sortir de chez soi parce qu'on n'a pas de voiture, par exemple, et on ne conduit pas. Hein, c'est la question du veuvage, par exemple. C'est vrai que sur une génération, alors voilà, qui est un peu ancienne maintenant, où par exemple juste l'homme avait le permis de conduire, eh bien c'est vrai que lorsque madame se retrouve veuve, eh bien elle est sans possibilité de conduire. Et c'est vrai que cette question de la voiture, en fait, dans certains endroits, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu isolé, si vous êtes à 5-6 km du village, par exemple, ou du lieu où on va chercher le pain, ou même à 1,5 km, parfois c'est très difficile de marcher 1,5 km. Donc il faut une voiture. Mais si vous ne pouvez plus conduire, pour une raison X ou Y, des problèmes de vue, des problèmes d'arthrose, de difficulté de se mouvoir, etc., eh bien, vous êtes coincé chez vous. Donc, c'est vrai que c'est quand on choisit un lieu de vie pour y vieillir, c'est important de penser à ces problématiques-là. Parce que c'est vrai que souvent aussi, à la retraite, on se dit « Ah là là, je vais m'acheter une maison magnifique, etc., un peu isolée, comme ça je serai tranquille. » Oui, ça va, quand on a 60 ans, 65, etc. Mais il y a un moment où peut-être cette maison magnifique, eh bien, ça va devenir un problème parce que on ne pourra plus en sortir aussi facilement qu'avant. Ensuite, la précarité est elle-même aussi un facteur d'isolement. Une étude d'AXA Prévention montre qu'une personne vivant avec un revenu de moins de 1 000 € par mois a 2 fois plus de risque de se sentir isolée qu'une personne vivant avec 2 500 €. Alors, c'est pourquoi? Probablement parce qu'il y a cette question du repli sur soi, à la fois parce qu'il y a une difficulté à une capacité de sortir qui est réduite. Hein. C'est plus difficile d'aller au cinéma, de sortir, d'aller au musée, etc. S'inscrire dans des lieux de convivialité, c'est-à-dire que quand on dit il faut s'inscrire dans une association, par exemple, il faut aller faire du yoga ou je ne sais quoi. Oui, mais ça a un coût de s'inscrire. Alors, voilà, donc c'est vrai que quand on est en grande précarité, eh bien, et qu'on est au centime près, et on voit bien comment actuellement
C'est vraiment une problématique qui émerge, hein, qui se pose de plus en plus avec l'inflation, etc. Et notamment l'inflation à la fois des logements, enfin du prix des logements et du prix du chauffage. Eh bien, c'est vrai que c'est une problématique dont qu'il faut avoir en tête parce que voilà, cette précarité entraîne un isolement et donc c'est un peu la double peine. Ensuite, autre risque d'isolement, c'est la fracture numérique. Alors, on a vu, hein, qu'en 2020, pendant le confinement, que la question de la relation à distance était très importante. Et beaucoup en maison de retraite, par exemple, ont été touchés par l'absence de contact avec les autres. Mais le numérique, c'est bien. Et c'est vrai qu'on se dit souvent, ah ben, voilà, pour communiquer, il n'y a qu'à envoyer des SMS, des photos grâce à vos tablettes, etc. Oui, à condition de savoir s'en servir, à condition d'être connecté. Et on voit que, eh bien, plus de 27% des plus de 60 ans n'utilisent jamais le numérique, soit parce qu'ils ne sont pas connectés, soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Donc, c'est vrai que la fracture numérique, c'est un vrai sujet. Alors, bien sûr que, et vous en êtes des exemples, évidemment, puisque vous êtes connectés. Mais presque un tiers, oui, un peu plus d'un quart d'une population qui n'utilise jamais les écrans, c'est quand même très important. Et puis, c'est d'autant plus important que aujourd'hui, vous voulez prendre rendez-vous chez le médecin, c'est sur Doctolib, vous voulez payer vos impôts ou déclarer, c'est en ligne, vous voulez vous inscrire, enfin, tout est numérisé, puisqu'on réduit de plus en plus en fait les gens en présence et donc on numérise de plus en plus et on oblige finalement, même pour prendre un billet de train, pour prendre un billet même un ticket de métro, maintenant c'est compliqué d'avoir en fait juste de la monnaie et parce qu'il n'y a pas de guichet, etc. Donc il faut tout est numérisé. Ce qui veut dire que quand on ne sait pas se servir ou quand on n'a pas la possibilité de se servir d'écran, eh bien, on se sent encore plus isolé. C'est-à-dire que là, non seulement il y a cette question d'être vraiment à côté, mais en plus avec la honte d'être comme mise à l'écart de la société. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas accès en fait au numérique, c'est quelqu'un qui se vit souvent comme en dehors de la société parce que comme s'il n'avait plus de place dans la société d'aujourd'hui. Et c'est quand même dramatique. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en France, il existe désormais environ 4500 espaces publics numériques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace public numérique? C'est un endroit où il y a au moins 5 ordinateurs et où vous pouvez venir remplir vos papiers. Il y a toujours un animateur présent qui peut vous aider justement à utiliser les services dont vous avez besoin en ligne. Et puis, ce sont des endroits aussi où sont organisés des ateliers d'apprentissage, des outils informatiques, des tablettes, enfin bon, que sais-je. Donc, ce sont des endroits gérés par le public, hein, ce sont vraiment comme leur nom l'indique, des espaces publics. Donc, c'est important, enfin, si vous vous sentez ou si vous connaissez quelqu'un, par exemple des parents, hein, qui sont éloignés du numérique, eh bien, ça peut être intéressant de se renseigner en fait auprès de la mairie. Oui, c'est ça, Pierre, c'est effectivement espace public numérique. Et il faut se renseigner auprès de la mairie pour savoir quel est l'espace public numérique le plus proche du domicile. Alors, ça peut être aussi bien la médiathèque, enfin, voilà, la maison des jeunes et de la culture, que sais-je. Mais voilà, c'est important de savoir que ça existe. Maintenant, on va voir en fait quels sont les dangers de l'isolement. Donc, le premier danger, c'est l'insécurité.
Alors l'insécurité, elle est de plusieurs ordres, hein, puisque évidemment qu'il y a la malveillance, parce que être isolé, c'est disparaître du regard des autres et donc être plus facilement à la merci des personnes malveillantes, des escrocs, les démarcheurs, etc. D'ailleurs, enfin, de plus en plus, on voit des démarcheurs par téléphone qui, en fait, sont finalement des arnaqueurs. Donc, c'est vrai qu'être isolé, seul à domicile, peut en fait vous mettre en risque de tomber sous la coupe de ces personnes. Mais au-delà de ça, le plus grand risque la plus grande insécurité à domicile, finalement, c'est la chute. Alors oui, parce que la chute, c'est la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. C'est quelque chose qu'on connaît mal, mais c'est vrai que pourquoi? Parce que, alors évidemment qu'on peut mourir sur le coup, une chute, c'est un accident domestique, on tombe dans l'escalier et on peut en mourir. Mais c'est aussi, finalement quelque chose qui va conduire à une perte d'autonomie et cette perte d'autonomie elle-même peut entraîner, le décès. Alors, vivre seul, en soi, ça n'augmente pas le risque de chute. C'est-à-dire que c'est pas parce on vit plus seul qu'on risque plus de chuter dans un escalier, par exemple. Alors, là aussi, il faut mettre un bémol parce que c'est vrai que quand on vit seul, par exemple, on va avoir plus tendance monter seul sur la table, sur une chaise pour aller réparer une ampoule, chercher un truc sur une étagère, etc. Et puis tomber. Mais c'est vrai que le problème, pardon, c'est que au-delà de l'augmentation du risque de chute en lui-même, c'est le risque aussi, c'est que la chute soit plus grave. Pourquoi? Parce que quand on chute et qu'on est entouré, c'est-à-dire qu'on a au moins une conjointe, un conjoint à la maison, eh bien, on a quelqu'un pour nous aider à nous relever. C'est vrai que quand on chute seul, eh bien, souvent, si on ne peut pas se relever, ça veut dire qu'on va rester euh, un jour, parfois, et c'est dramatique parce que c'est très traumatique, tout seul, sans pouvoir rien faire, sans même pouvoir appeler les secours. Donc c'est là où finalement, dans ce moment, enfin dans cette histoire de vivre seul, euh, il y a des outils qui peuvent être palliés justement à ces risques. C'est notamment la question de la téléalarme, c'est-à-dire ce bracelet ou ce collier, pardon, ce pendentif qu'on porte et qui permet de donner en fait l'alerte quand on tombe chez soi. C'est vraiment, c'est très basique hein, comme idée, comme principe, mais quand même, ça sauve des vies. C'est-à-dire ça qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ça sauve des vies. Parce qu'encore une fois, tomber et rester sur le carrelage pendant 24 heures, en se disant mais qui va pouvoir venir, comment je vais faire, qui va voilà, et avec le risque que personne ne vienne d'ailleurs, eh bien c'est alors, encore une fois, c'est traumatique. Pourquoi? Parce que ça rejoue justement ce dont je vous parlais tout en début de conférence, c'est-à-dire cette parfaite dépendance du nourrisson. C'est-à-dire que quand on a tous traversé ça, c'est-à-dire on a tous été un nourrisson qui ne pouvait rien faire sans l'autre. Eh bien, dans ces moments-là, on retraverse ce moment-là et il n'y a personne. C'est-à-dire quand on était bébé, on appelait, il y avait quelqu'un. Là, on appelle, il n'y a personne. Et c'est extrêmement angoissant. Donc c'est vrai que là aussi, voilà, si vous êtes seul vous-même ou si vous avez autour de vous des parents, par exemple, qui sont seuls, il faut vraiment insister sur le fait de prendre ces téléalarmes qui coûtent, je ne sais plus, quelques dizaines d'euros maximum, hein, 20 euros par mois, et qui vraiment sont quelque chose d'important. Le risque aussi de vivre seul, c'est alors globalement, les personnes isolées ont 4 à 5 fois plus de risques d'être hospitalisées. Alors, on l'a vu à cause des chutes, mais il y a aussi tout un tas de risques
pour la santé qui sont augmentés. C'est-à-dire que quand on vit seul, il y a plus de stress et on observe aussi qu'il y a plus de risques d'addiction. C'est-à-dire que seul, on va plus consommer de tabac, d'alcool, de médicaments. Et donc, ce sont des surconsommations qui, en elles-mêmes aussi, provoquent en fait des maladies ou potentialisent les maladies. Mais il y a aussi le risque, le risque de dépression et le risque suicidaire qui sont plus élevés en cas d'isolement. Il y a en plus un autre risque qui est le déficit cognitif. C'est-à-dire que, en fait, quand on vit avec d'autres personnes, on a l'habitude de parler. C'est-à-dire de parler, de réfléchir, d'être en lien, de faire des liens justement, de rebondir sur ce que l'autre nous dit, et donc de convoquer des souvenirs pour pouvoir raconter quelque chose, etc. Toutes ces habiletés cognitives, en fait, eh bien, s'étiolent quand on est seul. C'est-à-dire que progressivement, on va perdre un peu les mots, on va perdre cette habileté en fait à échanger, à être, à répondre à quelqu'un, à être dans l'échange, etc. Et donc, progressivement, on risque de perdre des capacités cognitives. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les solutions, comment on peut sortir de chez soi, comment on peut être moins seul chez soi. Alors, pour sortir de chez soi, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a les clubs et les associations. Et là aussi, quand on dit club et association, il y a deux façons finalement de s'en servir, entre guillemets. Soit en étant soi-même bénévole dans une association. C'est-à-dire que, voilà, on trouve une association pour laquelle on a envie de s'engager parce que ça correspond à nos valeurs, ça correspond à nos centres d'intérêt, etc. Et là, on s'engage. Alors, double avantage, c'est-à-dire qu'à la fois, on va rencontrer d'autres personnes, mais en plus, ce sont des personnes qui vont partager les mêmes centres d'intérêt. Donc, on va avoir plus de chances, finalement, de trouver des sujets de conversation, de faire lien, de se faire des amis, etc., dans ces lieux-là. Et puis, l'autre avantage, c'est aussi de se sentir utile. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour l'estime de soi, pour le regard qu'on porte sur soi-même. C'est finalement être utile aux autres. C'est quelque chose qui va nous narcissiser, comme on dit. Ensuite, la deuxième possibilité d'utiliser les clubs et les associations, c'est de s'inscrire et en tant que bénéficiaire. Alors, on va s'inscrire au yoga, on va s'inscrire à la danse, on va je sais pas, un club astro pour aller regarder des étoiles, enfin peu importe. Mais en tout cas, là aussi, l'idée, c'est de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, et des personnes qui vont partager au moins un centre d'intérêt avec nous. Et donc là aussi, c'est plus facile finalement d'avoir un sujet de conversation, de créer des liens, de se revoir, etc. Donc de sortir de chez soi que lorsque on est tout seul devant sa télé, évidemment. Donc voilà pour les clubs et les associations. La pratique d'une activité sportive aussi. Alors bien sûr qu'on peut pratiquer une activité sportive en club, bien sûr. Mais on peut aussi se dire, tiens, je vais aller marcher en forêt, je prends mes bâtons de marche, je marche en forêt, etc. Et là, eh bien, on peut proposer à un voisin, une voisine, etc., de venir avec nous, de partager ça. Et puis, c'est vrai aussi que si on fait ça à heure fixe, par exemple, tiens, j'ai croisé plusieurs fois la même personne, je finis par lui dire bonjour, je finis par lui sourire, et puis on échange 3 mots, et puis hop, c'est comme ça qu'on commence à tisser des liens. Et puis la pratique sportive,
un autre avantage aussi, c'est qu'en elle-même, elle donne aussi du tonus, bien sûr, mais sur un plan cardiovasculaire, il y a aussi énormément d'avantages à pratiquer une activité sportive. Donc cardiovasculaire, c'est aussi la mémoire, parce que le cerveau a besoin d'être oxygéné, il a besoin d'être nourri. Et donc, quand on pratique une activité sportive, on a moins de chances en fait d'avoir des déficits cognitifs que quand on est sédentaire. Alors le chien, vous allez me dire, c'est quand même, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Alors c'est vrai que c'est en soi, avoir un compagnon, enfin voilà, un animal de compagnie, ça rompt déjà la solitude. C'est-à-dire qu'avoir un être vivant avec soi toute la journée, à qui on peut parler, voilà, qu'on caresse, qui vient nous voir, avec qui on échange, déjà en soi, c'est quelque chose qui est bénéfique. Euh, et c'est bénéfique aussi parce que souvent quand on avance en âge, quand on devient âgé, qu'on a du mal à sortir de chez soi, eh bien, on a l'impression qu'on n'est plus utile. C'est quelque chose qui revient souvent quand on entend les personnes très âgées, etc., dire je ne sers plus à rien. Et c'est vrai que lorsqu'on a un animal de compagnie, eh bien, là, on est utile pour un être vivant. C'est-à-dire, on en prend soin, on le nourrit, on le cajole, etc. Et il nous le rend parce qu'il vient, il demande des caresses, etc. Donc, voilà, on est utile pour un autre. Mais le chien a ça de particulier qui doit être sorti. Et donc, au moins une fois par jour, ça oblige à aller dehors, à sortir, voilà, et donc potentiellement à rencontrer d'autres personnes. Et en plus, d'autres personnes avec qui, là aussi, on va avoir un intérêt commun. C'est-à-dire que quand on voit bien les propriétaires de chiens, quand ils se croisent, forcément, ils parlent de leur animal. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour eux. Et donc, alors, voilà, oui, ce matin, il a fait ceci, et hier, il a joué comme ça. Enfin, voilà, ça donne une occasion de parler avec d'autres, et c'est important. Maintenant, on va voir aussi comment on a vu comment sortir de chez soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous pousser en fait à aller dehors. Et bien maintenant, on va voir comment être moins seul chez soi. Alors, il y a plusieurs, là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a les bandeaux, les bandeaux devant les lits. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois que enfin, vous ne voyez pas en fait les deux points. Si, enfin, moi je les vois en tout cas. Donc je Ah pense que les d'accord, autres parce les que voient moi je ne les aussi. vois pas. Oui, parce D'accord. que je pense que c'est quand on n'a pas l'application, je crois que ça masque Ah une partie de d'accord, l'écran. pardon alors. Il n'y a pas de souci. Donc, deux solutions pour être moins seul chez soi. Il y a d'abord l'habitat partagé. Alors là aussi, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que l'habitat partagé, ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous êtes veuf ou veuve, les enfants sont partis, donc vous êtes dans un 4 pièces et vous avez au moins une chambre qui ne sert à rien. Alors là, ce qui est possible, c'est de louer cette chambre à un étudiant, un jeune travailleur, etc., qui va venir à domicile. Donc, alors, double avantage, c'est-à-dire un revenu, hein, déjà, et puis une compagnie aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous parler, avec qui vous allez partager des repas, par exemple, avec qui vous allez pouvoir, je sais pas, regarder un film et échanger sur le film que vous avez vu ou l'émission que vous avez regardée. Donc, voilà, c'est une possibilité de rompre la solitude. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, mais c'est quand même pas évident de faire rentrer quelqu'un chez soi, etc. Alors, rassurez-vous quand même, parce que en général, les associations, et tout à l'heure, on vous donnera les principales, les associations qui s'occupent de mettre en lien des jeunes et des personnes âgées, ou pas d'ailleurs, désireuses de partager leur habitat, en fait,
essaye d'apparier les personnes en fonction de leur goût, de la façon de ce qu'elles attendent en fait de cette cohabitation, etc. Donc, en général, ça se passe quand même plutôt bien. Ces collaborations, ces cohabitations, pardon. Donc ça, c'est une première solution, partager son habitat. Louer en fait une partie de sa maison à une autre personne. Alors, ça peut être aussi alors, avec un loyer moindre, mais contre des services, par exemple, aussi. C'est-à-dire que la personne s'engage à faire des courses, à emmener le propriétaire se promener, enfin voilà. Donc, il peut y avoir de multiples possibilités d'arrangement, en fait, mais il y a, en tout cas, ce qui est important, c'est d'être clair au début dans le contrat qui est signé entre les deux parties, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frustration ni de déception de part et d'autre. Ensuite, autre idée d'habitat partagé, ce sont les habitats intergénérationnels ou les habitats maintenant, les colocations de seniors, etc. Donc, ça se fait de plus en plus. Vous pouvez avoir des renseignements sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Donc, on vous donnera aussi les références tout à l'heure. Donc, là aussi, on se retrouve en fait à plusieurs. Alors, ça peut être des foyers logements, ça peut être des maisons familiales. Il y a beaucoup maintenant, de plus en plus, en fait, d'inventions de solutions pour partager en fait une habitation sans pour autant passer par la case EHPAD. Donc, c'est vraiment important. L'habitat partagé, ça peut être aussi, alors quand on devient plus dépendant, ça peut être l'EHPAD aussi, ça peut être l'accueil familial, c'est-à-dire que l'accueil familial, c'est une famille qui décide d'accueillir 1, 2 ou 3 personnes âgées chez elle, et donc contre rémunération, bien sûr. Et alors bon, là, chaque personne âgée a sa chambre, participe un peu à la vie familiale en fonction de ses capacités. Donc voilà, ça, ce sont des solutions d'habitat partagé qui existent de plus en plus. Et puis, il y a d'autres solutions aussi pour être moins seul chez soi, c'est faire venir des gens à domicile. Alors évidemment, vous pouvez faire venir une aide ménagère parce que vous en avez besoin. Et puis, il y aura un petit peu... D'abord, quelqu'un passera tous les jours, donc vous ne serez pas seul. Et puis, on fait toujours un brin de causette, voilà, etc. Mais si vous vous sentez suffisamment autonome pour ne pas avoir besoin de ces services, il y a actuellement des bénévoles aussi qui travaillent pour des associations dont la vocation, justement, est de rompre l'isolement. Alors, les petits frères des pauvres, là aussi, on va vous en donner quelques exemples. Et ces bénévoles s'engagent à faire une visite ou à passer un coup de fil, à avoir une conversation téléphonique régulièrement. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, en fonction là aussi, en fonction du contrat qui est passé, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Et donc, ce sont des personnes qui donc vont être un peu des soutiens, en tout cas des gens qui vont vous apporter justement cette aire de l'extérieur, cette possibilité d'être en lien qui vous manque. Maintenant, on va voir les bénéfices qu'on peut tirer de toutes ces solutions pour être moins seul. D'abord, une meilleure estime de soi. Parce que finalement, être isolé, c'est souvent perdre l'estime de soi, c'est-à-dire se dire qu'on n'est plus intéressant, qu'on ne sert plus à rien, que finalement on n'est plus désirable pour l'autre. Alors je ne parle pas forcément du côté érotique, du désir, mais même personne n'a envie d'être en lien avec soi. Alors que en réalité, c'est la vie, la situation fait que personne n'est en lien avec vous. N'est-ce pas? Parce que vous-même, vous ne valez pas le coup d'être pour les autres.
Donc, c'est vrai que cette question d'avoir besoin du regard de l'autre, de la parole de l'autre pour, avoir confiance en soi, c'est quelque chose, encore une fois, qui s'inscrit dès le début de la vie et qui continue tout au long. Et c'est vrai que même quand, les mots manquent, c'est-à-dire que quand on est en toute fin de vie, qu'on a des troubles cognitifs importants et cetera, eh bien, ne serait-ce que d'être touché par l'autre, d'être, entouré, d'être regardé par l'autre de façon bienveillante, tout ça, en fait, ça permet de conserver une bonne estime de soi. Donc c'est vraiment important cette question de rompre l'isolement, de conserver des liens. Et on l'a vu, hein, il y a tout un tas de risques pour la santé, donc forcément être en lien avec les autres, c'est retrouver une meilleure santé et c'est retrouver aussi le goût de vivre. Maintenant, on va voir où on peut se renseigner pour trouver les associations, les gens, les aides, et cetera, dont je vous ai parlé. Alors, on peut se renseigner au niveau local, bien sûr, à la mairie. À la mairie, l'interlocuteur, c'est le CCAS, c'est-à-dire le comité communal d'action sociale, pardon, ou le CLIC, c'est-à-dire la coordination des gérontologiques, c'est le point d'information senior. Et vous trouverez à la mairie, en fait, vous trouverez les coordonnées du CLIC via le CCAS. Donc là, vous trouverez en fait des adresses d'associations, d'aide à domicile, d'associations pour rompre l'isolement, de solutions par exemple de taxis solidaires quand ça existe dans votre département pour pouvoir par exemple aller faire les courses si vous n'avez pas de voiture, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. De la même façon, si vous voulez avoir des renseignements sur les associations, bon, le journal municipal, bien sûr, ou le guide municipal qui est distribué une fois par an, c'est une source d'information importante. Mais le forum des associations, qui a lieu en général au mois de septembre, c'est aussi quelque chose qui est... Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ça s'appelle les pôles d'autonomie territoriale, mais en fait, ce sont un peu c'est toujours la même chose. Hem, oui, donc je parlais des forums des associations où là, non seulement vous aurez des renseignements, mais en plus vous pourrez parler avec, des personnes qui sont soit les dirigeants de l'association, soit des bénévoles, soit et cetera. Donc vous allez pouvoir échanger sur l'expérience, donc ça, c'est vraiment important. Au niveau national, vous pouvez aussi, aller sur le site de monalisa.asso.fr, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui regroupe toutes les coopératives départementales qui, elles-mêmes regroupent les associations qui sont dédiées à la rupture de l'isolement des personnes âgées. Donc ça, c'est important. Et puis au niveau individuel, votre caisse de retraite, votre mutuelle, votre assurance santé, et cetera, peut vous donner aussi des pistes. Donc voilà, ça ce sont des lieux un peu généralistes. Alors Mona Lisa fonctionne pas très bien, c'est vrai, mais c'est vrai que si on va sur le site, on a quand même quelques adresses d'associations et ça peut, à partir de là, on peut être aiguillé vers des solutions locales. Alors ensuite, les plateformes d'écoute. Alors là, ce sont des plateformes en fait qui justement vous aurez quelqu'un au bout du fil qui va, si vraiment la solitude devient trop pesante, des personnes qui vont pouvoir parler un petit peu avec vous, donc SOS Amitié, Solitude Écoute. Alors j'ai mis également, maltraitance, personnes âgées, donc c'est l'association zut, pardon, c'est l'association, AMA qui, lutte contre, la maltraitance parce que je vous ai parlé tout à l'heure de cette question de l'enfermement de la DIAD aidant aider et donc si la situation devient trop difficile, trop explosive en quelque sorte, eh bien, sont des
des gens qui peuvent, là aussi, vous donner des conseils, vous aider à sortir de cette situation difficile. Alors, bon, on a aussi Au bout du fil, Croix-Rouge écoute. Tout ça sont des associations c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, des bénévoles qui vous appellent 1 fois, 2 fois par semaine pour rompre l'isolement. Ensuite, les solutions d'habitat partagé. Donc, ça, ce sont des associations qui travaillent de cette façon-là, enfin, qui vous proposent en fait de mettre en lien des propriétaires et des étudiants ou des jeunes travailleurs qui ont besoin d'un toit. Donc voilà. Et ensuite, ce sont des associations qui s'engagent pour lutter contre l'isolement. Alors, les associations sportives, alors juste que ça soit EPGV ou Ciel Bleu, c'est vrai que ce sont des associations sportives qui, évidemment, non seulement proposent des ateliers sport, mais qui proposent aussi, dont le but est de favoriser la convivialité et le lien social. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des associations sportives compétitives où on est sur des questions de performance, pas du tout. Ce sont justement là, c'est de maintenir les personnes en forme et de favoriser le lien social. Et notamment, le PGV propose, par exemple, aux seniors de la gym spécialisée pour éviter les chutes ou pour savoir se relever justement quand on est tombé, de la gym équilibre, etc. Donc, c'est vraiment très adapté en fait à un public senior. Et puis, je vous ai mis aussi les associations d'aidants parce que quand on s'occupe d'une personne malade, encore une fois, ce dont on parlait tout à l'heure, mais finalement, ces associations sont très importantes parce qu'elles proposent des cafés des aidants où on va rencontrer d'autres personnes dans la même situation que nous. Ou alors aussi, elles peuvent proposer des sorties, elles peuvent proposer des vacances, des séjours, en fait, aidants aidés, etc. Donc, ça aide justement. Elles sont très, très attentives justement à ces questions de risque d'isolement. Donc, elles proposent des solutions pour aller dans ce sens-là. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Merci beaucoup Isabelle. Hop, je reprends juste le contrôle pour clôturer. Voilà, tac. Donc, comme d'habitude, je vous mets à l'écran le questionnaire de satisfaction sur lequel vous pouvez cliquer pour nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé de la conférence et nous dire également si vous avez des idées de futures conférences ou de futures thématiques qu'on pourrait éventuellement aborder dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je vous ai mis également le lien dans le chat pour que vous l'ayez en permanence. À l'écran, vous avez du coup sur votre gauche la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de cette conférence, mais également les replays des autres conférences qui sont déjà passées. Donc généralement, ça prend quelques jours pour apparaître en ligne, mais au moins vous les avez, vous pouvez les partager à des amis ou les revisionner si vous êtes arrivé en cours de route, par exemple. Et sur votre droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, donc réalisé par Isabelle Balassin, que vous avez avec vous aujourd'hui, et Gwendoline Cotrez, que vous connaissez aussi certainement. Donc les deux liens sont disponibles, vous pouvez cliquer dessus pour y accéder. Je vous remercie du coup à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir été si participatifs. Et je remercie également nos financeurs que sont le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en haut de la page et pour nous contacter sur la deuxième adresse du coup. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée.